Salut la compagnie, c'est Pierre Vander. Ça fait une dizaine d'années que je fais des jeux vidéo et depuis tout ce temps, s'il y a bien un événement que j'attends impatiemment chaque année, c'est la Global Game Jam. Alors c'est quoi une Game Jam? On va faire rapide car le concept d'une Game Jam s'est largement démocratisé ces dernières années. Pour faire simple, une Game Jam c'est un événement constituant à créer un jeu en un temps limité. Le plus souvent en 2 jours, mais ça peut varier avec certaines jams qui durent 3 heures, une semaine, un mois, voire plus. Autre point commun à presque toutes les Game Jams, c'est le thème. L'annonce du thème sera le plus souvent le top départ d'une game jam. On peut aussi retrouver des contraintes additionnelles comme l'utilisation d'un moteur ou d'un outil spécifique, l'incorporation d'assets graphiques fournis, devoir réaliser son jeu tout seul ou l'obligation de se tenir à un style de jeu particulier. Si vous voulez avoir une idée de l'incroyable diversité de ce genre d'événement, il vous suffit de jeter un coup d'œil à la page Game Jam sur Itch.io. La Global Game Jam, c'est une des plus anciennes et classiques Game Jam avec la Ludum Dare. Elle a cette particularité d'être organisée en physique, où amateurs et professionnels viennent se retrouver dans le même endroit le temps d'un week-end. Bien que j'adore l'accessibilité des Game Jam en ligne, il y a quelque chose de magique à arpenter les rangées de bureaux remplis de créatifs de tout horizon, luttant désespérément contre leur manque de sommeil à grand renfort de caféine. Des Game Jam, j'en ai fait pas mal depuis que j'ai commencé, sous plein de formes et contraintes différentes. Et avec le temps, j'ai commencé à être très satisfait des projets que je réalise. J'arrive régulièrement en tête des classements et plusieurs de mes jeux de jam ont reçu une attention assez folle, bien au-delà de l'événement. Si vous traînez un peu sur Itch.io, vous avez peut-être déjà vu certains de mes projets. Voilà, petite partie CV obligatoire, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par réussir une game jam? L'idée de réussite est bien évidemment propre à chacun. C'est sûr que c'est gratifiant d'arriver en première place d'un classement, mais ce ne sera pas forcément à la portée de quelqu'un pour qui c'est la première game jam. Je pense que j'ai dû faire une dizaine de jams étalés sur 4 ans avant de sortir un projet dont je sois à peu près fier. Cela dit, ça reste intéressant de connaître ses envies et objectifs un peu plus précisément avant de commencer. Personnellement, j'utilise les game jams comme des temps de prototypage privilégiés et j'essaie de plus en plus d'en sortir un produit agréable que je pourrais potentiellement transformer en jeu un peu plus conséquent si le prototypage s'avère prometteur. Mais c'est absolument pas le seul but à atteindre. Si on commence tout juste, l'important sera peut-être d'apprendre à utiliser certains outils, améliorer ou tester sa productivité ou travailler en équipe sur un projet pour la première fois. Si au contraire on a un peu plus d'expérience, ça peut être de s'essayer un projet solo, tester de créer un style de jeu hors des genres qu'on crée d'habitude ou tester de nouvelles technologies. Et bien sûr, quel que soit le niveau d'expérience, le but recherché peut tout simplement être de passer un week-end rigolo entre confrères en faisant un projet totalement farfelu. Tous ces objectifs sont aussi valables les uns que les autres. Et si vous travaillez à plusieurs, je pense qu'il est assez utile de partager vos objectifs avec le reste de votre équipe, histoire que tout le monde soit conscient des enjeux et des envies de chacun. S'il existe plein de manières différentes de réussir une game jam, le meilleur moyen de la rater, c'est au contraire de passer un mauvais moment ou d'en faire passer un mauvais aux autres. Dans cette vidéo, j'ai quand même décidé de me concentrer sur des conseils et pratiques qui m'aident à atteindre l'objectif suivant. Arriver à la fin de la game jam avec un produit propre, que je suis content de poster sur internet en tant que petit jeu gratuit. Gardez ça en tête en regardant cette vidéo car vous pouvez avoir des objectifs totalement différents. Allez, c'est parti. Premier conseil, être préparé, c'est pas tricher. Bien que le thème soit pas connu avant l'heure 0 de la jam, il y a quand même plein de petites choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps en amont. Et oui, le temps en game jam, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc si vous arrivez à gagner ne serait-ce qu'une petite heure, et ben ce sera 1 heure de plus à la fin, ou même mieux, une petite heure de sieste. Donc avant le top départ, voilà quelques petites choses qui, accumulées, peuvent vous faire gagner un peu de temps. Si vous savez déjà avec qui vous allez travailler, rien ne vous empêche de préparer le terrain, en vous assurant que tout le monde a téléchargé la bonne version du moteur, ou en créant un drive ou un Git. Si vous n'avez jamais utilisé Git, vous pouvez déjà vous renseigner dessus, apprendre quelques manips de base. Croyez-moi, si vous évitez à votre ami développeur de s'éloigner de son code pour vous aider à push ou réparer un merge douteux, il vous en remerciera. Pareil, si vous comptez utiliser un outil nouveau, vous pouvez déjà commencer à vous familiariser avec la semaine avant en regardant quelques tutoriels. Personnellement, je commence chaque jam avec un projet vide déjà créé, un guide déjà configuré et des sous-dossiers génériques comme art, code, musique, tout bien rangé sur mon moteur. Conseil numéro 2, comment trouver une bonne idée? Souvent la partie difficile. Ça y est, le thème est annoncé, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Vous commencez à brainstormer, vous avez quelques idées vagues de gameplay ou d'histoire à raconter, mais comment choisir la bonne idée? Et surtout, comment trouver une idée assez rapidement pour pas se retrouver à brainstormer pendant des heures. C'est pas la seule méthode, mais une méthode efficace, c'est diviser cette première étape en 3 parties. Première partie, foire aux idées. On discute, on se creuse la tête et on balance tout ce qui nous passe par l'esprit. N'hésitez pas à en parler avec d'autres personnes en dehors de votre équipe d'ailleurs. Plus on a de cerveau dans cette étape, plus c'est efficace. On ne juge pas encore les idées à ce moment-là, l'objectif c'est d'en avoir quelques-unes. Deuxième étape, élagage par vote. Donc si vous êtes seul, vous pouvez passer cette étape. Une fois que toutes les idées ont été listées, vous les passez rapidement en revue une à une et chacun vote à main levée si l'idée lui plaît. On peut voter pour autant d'idées qu'on veut. L'objectif c'est d'évaluer quelles idées semblent attrayantes pour le plus de monde dans l'équipe. Alors jouez le jeu, ne votez pas que pour vos idées. La troisième partie, et la plus cruciale, c'est l'étude de risque.
Là, vous passez en revue les 2 ou 3 idées qui ont reçu le plus de votes. Vous essayez d'identifier les risques associés à chaque idée. Est-ce que cette idée va demander beaucoup de graphisme ou des systèmes complexes comme du procédural? Est-ce que certaines mécaniques demanderont trop de travail à rendre fun? Cette dernière partie vous permettra de voir quelle idée sera la plus simple à réaliser et donc potentiellement la plus simple à peaufiner. Soyez quand même conscient du temps que vous passez à chercher la bonne idée. On peut facilement tomber dans la paralysie d'analyse. Gardez en tête qu'un jeu se découvre autant, voire plus, au moment où on commence à le réaliser. Conseil numéro 3, faire un jeu faisable en un seul jour. Le meilleur moyen de réussir à faire un jeu en 48 heures, c'est de se dire qu'on n'a que 24 heures. Vous aurez des imprévus, vous aurez des galères, certains aspects prendront peut-être plus de temps que prévu. Si vous arrivez dès le début à estimer qu'il sera possible d'avoir un jeu fun en 24 heures, vous augmentez énormément les chances d'avoir du temps en rap pour gérer les bugs, le polish et toutes les petites choses auxquelles vous n'aurez pas pensé au début. Dans le même esprit, conseil numéro 4, gérer son scope. Par scope, j'entends l'envergure du projet. Un précepte que je trouve super efficace pour garder le contrôle dessus, c'est n'en faites qu'un, sinon n'en faites que 3. Pour prendre un exemple simple, vous avez décidé de faire un jeu de course de voiture à la Mario Kart. Ne tombez pas dans le piège de prévoir 5 circuits et 6 véhicules différents. Donnez-vous comme objectif de ne faire qu'un seul circuit et un seul type de véhicule. Si vous faites un jeu de tir, ne prévoyez qu'une seule arme et un seul type d'ennemi. Si vous voulez faire un jeu de combat versus, ne prévoyez qu'un seul personnage. En limitant au maximum ce genre de complexité, vous assurez plusieurs choses. Vous allez faire le meilleur sur un seul objet plutôt que stresser à en faire plusieurs. Un seul véhicule, c'est un seul objet de gameplay à configurer. Vous réduisez grandement la complexité invisible. Plusieurs véhicules, c'est bien, mais c'est aussi un menu de sélection, des soucis d'équilibrage, des graphismes en plus pour le véhicule, mais aussi pour les interfaces. Et enfin, vous vous donnez un objectif minimal atteignable. Si vous n'avez qu'un seul véhicule, vous passez plus rapidement à d'autres aspects du jeu plutôt que passer tout votre temps sur un seul élément de gameplay. Dans le meilleur des cas, vous aurez assez rapidement un petit jeu jouable avec un véhicule et un circuit sympa, joli et bien équilibré. Si vous reste assez de temps, vous pouvez alors envisager d'en rajouter, en ayant en plus le recul sur la complexité que ça représente. Si cependant votre jeu demande une certaine variété pour être fun, par exemple quel type d'objet fournir aux joueurs sur le circuit, n'en choisissez que 3 pour commencer. Le nombre 3 il est un peu magique, car c'est souvent le minimum pour donner une sensation de variété. Conseil numéro 5, allez rapidement au fun. Quand je commence le développement de mon jeu, je vais passer la première demi-journée à régler et peaufiner ma mécanique principale, avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Le bon indicateur, c'est souvent quand je commence à juste jouer avec un petit cube à mon écran, ou tirer dans le vide pendant quelques minutes. Si je prends déjà du plaisir à interagir avec mon jeu alors que j'ai pas d'objectif, c'est plutôt bon signe. Plus rapidement j'ai un noyau solide, plus vite je serai confiant dans mon idée. Essayez de trouver quel est le cœur de votre gameplay et n'hésitez pas à passer un petit peu de temps à le régler avant de passer à autre chose. Je dis bien un petit peu de temps, faut pas passer la moitié de votre jam à juste bouger un truc à l'écran. Vous aurez le temps de faire des petits réglages plus tard si nécessaire. Conseil numéro 6, pensez autour du gameplay. Un autre aspect à garder en tête dès le début, c'est qu'un jeu ne se limite pas au gameplay principal. Pour qu'un jeu ait l'air fini, il ne faut pas négliger tout ce qu'il y a autour. Écran de début, écran de victoire, de game over, musique, sound design, éléments d'UI, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent être listées dès le début et qui auront plus d'impact sur le polish du jeu final que l'ajout d'une dizaine d'objets supplémentaires. Surtout, n'attendez pas les dernières heures pour vous lancer dessus. Ces parties prennent du temps. Et avoir des petits menus, même rudimentaires, sont bien plus appréciables qu'un raccourci clavier random pour relancer l'entièreté du jeu. Conseil numéro 7, gérer sa fatigue. C'est l'aspect le plus vicieux des game jams. Chaque heure vaut de l'or, donc chaque heure de sommeil peut sembler comme du temps perdu. C'est un piège terrible, et soyez certain que vous perdez énormément en productivité après 24 heures passées sans dormir. Et vous serez un zombie total si vous passez les 48 heures devant votre écran. Cependant, certaines personnes, dont moi, aiment bien le calme de la nuit. Et il est vrai que c'est agréable de revenir le matin pour voir que le projet a avancé pendant votre sommeil, parce que d'autres membres de votre équipe sont restés éveillés. N'hésitez pas à vous organiser des rondes, où un petit groupe de personnes peut continuer à travailler tard le premier soir par exemple, mais va arriver plus tard le lendemain matin. Quand même, écoutez votre corps et ne poussez pas au-delà de vos limites. Aussi, assurez-vous que les personnes qui reviendront le lendemain matin pourront travailler sur ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi garder les tâches les plus complexes pour les heures où vous serez le plus alerte. Quand je fais des projets tout seul, je me concentre sur les systèmes complexes quand je suis bien réveillé. Et je garde les tâches un peu moins exigeantes comme l'intégration ou la création d'assets graphiques ou sonores quand je sens que je commence à fatiguer. Conseil numéro 8, assembler rapidement, faire tester rapidement. Faire un jeu en équipe, c'est un assemblage. Tout le monde fait des choses dans son coin et on va ensuite les mettre ensemble pour réaliser notre jeu. Un piège à éviter, c'est d'attendre d'avoir fini avant de le communiquer au reste de l'équipe. L'efficacité et la productivité passent certes par la rapidité à réaliser un asset ou une mécanique, mais il est tout aussi important de ne pas perdre du temps. Pour donner un exemple, il sera bien plus efficace d'envoyer des versions très préliminaires d'un asset graphique et vérifier que tout s'intègre bien, plutôt que de passer
plusieurs heures à le peaufiner pour ensuite se rendre compte qu'il est totalement inutilisable. Inspirez-vous du concept de greyboxing en level design, qui consiste à créer le niveau avec des cubes gris, régler les soucis qu'on voit, puis passer à des modèles non texturés, régler les soucis qu'on voit, puis finalement aux modèles finaux. Plus vite on identifie les problèmes, moins on perd de temps. Dans la même idée, n'hésitez pas à rapidement faire tester votre jeu à quelqu'un d'autre que vos équipiers. C'est assez facile de se mettre des œillères et d'ignorer totalement des problèmes qui deviennent évidents dès qu'un inconnu prend les commandes. Alors interceptez quelqu'un, mettez-le devant votre projet et laissez-le s'amuser. Donnez-lui uniquement le strict minimum d'informations pour avoir le ressenti le plus neutre et réel. Plus tôt vous arrivez à identifier ces problèmes, plus vite vous pourrez les régler. Conseil numéro 9, ne pas attendre le dernier moment pour build. Le cas classique. Vous êtes à 30 minutes de la fin, le stress est à son comble, et là, erreur de build, bug bloquant, projet qui explose, tout ça. Ce seront peut-être des erreurs simples à régler, mais l'approche de la deadline a un effet terrible sur la concentration. Pire encore, si cette build ne marche pas, vous n'aurez rien. Pourtant, ce problème est assez simple à régler. Dès que vous le pouvez, et de plus en plus régulièrement à mesure que la deadline approche, faites des builds. N'attendez jamais la dernière minute pour tester votre projet en dehors de l'éditeur. Et si jamais le projet explose pendant la dernière heure, vous aurez quand même une build un peu plus vieille à faire tester. Conseil numéro 10, savoir quand s'arrêter. Sur un projet, tous les corps de métier vont pas s'arrêter au même moment. Évidemment, les game designers vont pas réfléchir à de nouvelles mécaniques jusqu'à la dernière minute. Pareillement, il n'est pas utile de continuer à dessiner des assets qui n'auront jamais le temps d'être intégrés, ou coder des systèmes complexes au moment où tout le monde s'acharne pour régler les derniers bugs. Faut donc trouver d'autres moyens d'aider le projet quand vous approchez de la fin. Par exemple, ça peut être créer la page itch.io de votre jeu, tester le jeu, faire tester à d'autres, ou aller tester les jeux des autres. Pour éviter au maximum les catastrophes sur Git par exemple, laissez petit à petit une seule personne toucher au projet pour régler les derniers bugs. Essayez d'anticiper quand arrêter la production et laisser assez de temps pour tout intégrer, régler et débugger. Et pour finir, dernier conseil, keep it fun. Bien qu'avoir un joli projet à la fin est gratifiant, ça doit jamais être une excuse pour passer un mauvais moment. Une game jam, c'est avant tout une expérience très amusante. Mes meilleurs souvenirs sont avant tout des fous rires passés à enregistrer des effets sonores débiles à 4h du mat, les bugs improbables qui deviennent des features et les discussions avec d'autres passionnés qui viennent s'infliger tout ce chaos pendant un week-end. Ne prenez pas ça trop sérieusement, amusez-vous et gardez en tête que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien que tous les conseils que j'ai listés ont pour le but de vous aider à réussir, faut savoir qu'un jeu horrible fait dans la bonne humeur est une bien meilleure réussite qu'un jeu parfait créé dans le stress, la fatigue et la tension. Sur ce, jammez bien, amusez-vous bien et pensez à dormir un peu.